Je remontais l'allée de gravier de ma maison au bord du lac, les fenêtres baissées, l'air vif se précipitant à l'intérieur. Des feuilles dorées bruissaient dans les arbres, et le soleil de l'après-midi scintillait sur l'eau de cette manière paisible et magique qu'il avait toujours. Je n'avais dit à personne que je montais ce week-end. J'avais besoin de cette pause. Pas de courriel, pas de réunion, juste moi, le lac et le silence. Mais en sortant de ma voiture, quelque chose ne tournait pas rond. Les lumières du porche étaient allumées. De la musique, quelque chose de léger et d'acoustique, flottait faiblement à travers la fenêtre ouverte du salon. Et il y avait 2 voitures garées devant. Aucune d'elles n'était la mienne. Fronçant les sourcils, je montais lentement les marches du porche, le cœur battant plus fort à chaque pas. Ma clé rencontra une résistance dans la porte, comme si quelqu'un l'avait récemment verrouillée de l'intérieur. Je la fis bouger plus fort et finis par passer. Ce que je vis me glaça le sang. Ma sœur, Émilie, se tenait au centre de mon salon, pieds nus, tenant une tasse dans une main et son ventre dans l'autre. Enceinte de 7 mois, une couverture tricotée blanche, ma couverture, était jetée sur le canapé contre lequel elle s'appuyait. La poussette à côté d'elle était dépliée, comme si elle vivait déjà ici. « Oh, dit-elle. Ava, tu es en avance. » « En avance pourquoi ?» dis-je lentement. Ma voix sortit plus aiguë que je ne l'avais prévu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière se fit entendre depuis le couloir. « J'ai trouvé ces coussins que tu aimais. » Ma mère s'arrêta en plein milieu de sa démarche, son visage s'illuminant. « Ava, tu es venue. » Elle frotta ses mains ensemble comme si elle venait de terminer une corvée et s'avança pour m'embrasser sur la joue. Je ne bougeais pas. Derrière elle, mon père apparut portant une petite boîte à outils. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Que quelqu'un m'explique, dis-je, la mâchoire serrée. » Émilie me regarda comme si j'étais l'intruse. Maman et papa m'ont emmené ici pour voir l'endroit. On s'est dit que c'était le bon moment pour commencer à planifier la chambre du bébé. Quelle chambre de bébé? Ma voix se brisa, incrédule. Papa gloussa comme si j'avais dit quelque chose de stupide. Nous avons dit à Émilie qu'elle pouvait rester ici après la naissance du bébé. Tu sais, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Cette maison a tout ce dont elle a besoin, un espace calme, et c'est plus sûr que son appartement. Mes oreilles bourdonnaient. Maman intervint. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons aider à tout entretenir. C'est toujours ta maison, techniquement. Nous avons juste supposé que tu voudrais aider ta sœur pendant une période aussi spéciale. Vous avez supposé que j'allais lui donner ma maison. La voix d'Émilie s'éteignit, ses yeux papillonnant autour. Tu n'habites pas ici à plein temps, Ava. Je pensais que ça irait. Tu dis toujours que la famille passe avant tout. Je me tournai vers mes parents, ma voix tremblant maintenant. Sans me le demander. Maman croisa les bras, sur la défensive. Nous t'avons élevé, Ava. Tu ne serais pas là où tu es sans nous. Quelques mois, ce n'est rien comparé à ça. De plus, ce n'est pas comme si tu manquais de place. Tu as ton appartement en ville. Et ça, c'est parfait pour Émilie. Parfait pour moi, dis-je, parce que j'ai travaillé pour ça. Parce que je l'ai acheté. Le visage de papa s'assombrit. Tu n'as pas besoin de nous le jeter à la figure. Vous êtes dans mon salon, répliquai-je. Vous vous êtes introduit. Vous avez amené ma sœur ici. Vous avez fait des promesses avec quelque chose qui ne vous appartient pas. Je suis ta sœur, Ava, dit Émilie doucement, comme si cela expliquait tout. Je vais avoir un bébé. Je pensais que tu t'en soucierais davantage. Je la fixai, elle et tous les autres. Vous voulez parler de se soucier? J'ai payé vos manuels universitaires. Je vous ai sorti 2 fois des dettes de carte de crédit. J'ai couvert votre loyer pendant 6 mois quand Zach et vous avez rompu, et je l'ai fait parce que je m'en souciais. Mais ça, fis-je un geste autour de la pièce, ma pièce maintenant envahie, c'est de la manipulation. C'est un droit acquis. Les lèvres d'Émilie tremblaient. Je n'ai pas demandé à être enceinte et seule. Non, dis-je doucement. Mais vous ne me l'avez pas demandé non plus. Vous avez juste supposé que j'allais tout vous donner. La voix de maman se brisa. Comment peux-tu être si insensible, Ava? Je me tournai vers elle lentement. Je ne suis pas insensible. Je suis épuisé. Le silence qui suivit fut lourd. Il ne comprenait pas, pas vraiment,
pas encore. Mais quelque chose avait changé. Une ligne avait été tracée. Je veux que vous sortiez tous, dis-je fermement. Maintenant. Papa ouvrit la bouche, mais je le coupai. Je me fiche de ce que vous aviez prévu. Emballez. Sortez. Émilie resta là un moment, comme si elle décidait de pleurer ou de se rebeller. Elle choisit les larmes. Tu as dit que tu serais toujours là pour moi, murmura-t-elle. Et je le serai, dis-je, mais pas comme ça. Ils partirent ce soir-là après une heure inconfortable de remue-ménage et d'évitement de mon regard. Ma mère murmura quelque chose entre ses dents à propos de la honte. Mon père ne dit pas un mot. Émilie, avant de monter dans la voiture, regarda la maison, puis moi. Tu vas le regretter, dit-elle. Je ne répondis pas. Je restai là sur le porche longtemps après que leur phare eût disparu, le froid commençant à me mordre les bras. À l'intérieur, la maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas paisible. Les meubles étaient encore légèrement déplacés. La couverture de bébé d'Émilie était pliée sur la coudoir du canapé. Elle l'avait oubliée dans sa précipitation à partir. Je la ramassai comme s'il s'agissait d'une preuve sur une scène de crime. Elle sentait son parfum, doux, floral, artificiel. Mon téléphone vibrait déjà quand je fis du café, 10 appels manqués de maman, 4 de papa, 3 textos d'Émilie, allant d'une culpabilité subtile à des menaces voilées. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Merci de me montrer tes vraies couleurs. Je suppose que l'argent change vraiment les gens. Je ne répondis pas. Pas encore. Je ne pouvais pas. Mes pensées étaient trop bruyantes pour entendre celles des autres. Mais plus tard dans l'après-midi, les appels commencèrent à se multiplier, cette fois de la part de la famille élargie. Ma cousine Lisa, à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois, laissa un message vocal plein de désapprobation passive-agressive. Et, Ava, je prends juste des nouvelles. J'ai entendu parler de l'histoire de la maison au bord du lac. Émilie est enceinte, n'est-ce pas? Je veux dire, si c'était moi, j'aurais proposé sans qu'on me le demande, mais bon, nous montrons tous notre amour différemment, je suppose, n'est-ce pas? L'amour ressemblait beaucoup à de l'exploitation dans ma famille. Ce soir-là, je m'assis seul dans le salon, les jambes repliées, regardant le lac. Je n'arrêtais pas de repasser le moment où ils me l'ont dit, comme si c'était un cadeau, comme si donner ma maison était la chose la plus naturelle et la plus généreuse au monde. Et c'est peut-être ce qui la rendait si écœurante. Ce n'était pas seulement qu'ils s'y attendaient. C'est qu'ils ne l'ont même jamais demandé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de ma tante. Juste une courte note. Parfois, l'aîné oublie son rôle. Émilie est celle qui a besoin de toi maintenant. J'espère que tu retrouveras ton cœur avant l'arrivée du bébé. Mon cœur encore. Où était mon cœur quand papa était au chômage et que je sautais des repas pour payer les courses? Où était mon cœur quand maman est tombée malade et que j'ai traversé le pays en plein milieu d'une conférence juste pour m'asseoir à son chevet? Personne n'a jamais demandé ce que ces sacrifices me coûtaient. Personne n'a proposé de les rembourser. Ils s'attendaient juste à plus. Ce week-end-là, je suis retourné en ville, dans ma vraie maison, un petit appartement élégant dans un immeuble de grande hauteur avec des fenêtres insonorisées et une vue sur des tours de verre. Un endroit dont personne n'avait les clés à part moi. Je me suis assise sur mon canapé en essayant de travailler, mais je me suis retrouvé à fixer une feuille de calcul avec les textos d'Émilie qui me traversaient l'esprit. Tu as de la chance de ne pas avoir à t'inquiéter comme moi. Ce bébé est une bénédiction. Je pensais que tu voudrais en faire partie. Tu as dit que tu m'aimais. Je l'aimais. Dieu m'aide, je l'aimais encore. Mais l'amour sans limite n'est qu'une laisse. À la fin de la semaine, mes parents ont cessé de demander. Ils ont commencé à exiger. Papa a rappelé. Cette fois, son ton était sec, professionnel. Nous avons parlé à un avocat de la famille. Pas pour poursuivre ou quoi que ce soit. Ne panique pas, mais nous voulions connaître tes obligations. Nous pensons qu'il pourrait y avoir des clauses de soutien qui pourraient s'appliquer puisque ta sœur est dans un état vulnérable. Obligation, dis-je. Vous voulez dire comme celle que vous n'avez jamais eue quand c'était moi qui étais en difficulté? Ce n'est pas la même chose, Ava. Vous avez raison, dis-je. Parce que je n'ai pas demandé une maison. J'ai demandé du respect, et je ne l'ai jamais eu. La ligne resta silencieuse. Alors tu n'es pas la personne que je pensais que tu deviendrais. Je souris amèrement.
Je suis enfin d'accord avec toi. La culpabilité n'était pas toujours silencieuse. Certaines nuits, elle hurlait dans mon oreille. Je fixais le plafond et me demandais, étais-je vraiment trop dur? Punissais-je Émilie pour de vieilles blessures qu'elle n'avait pas causées? L'argent me rendait-il froide? Mais chaque fois que je retournais dans cette maison, ma maison, je me souvenais de la façon dont il se tenait là, souriant, prêt à donner mon sanctuaire comme si c'était une idée après coup. Ils ne demandaient pas seulement de l'aide. Ils exigeaient la propriété. Et puis vint le comble. J'ai reçu un colis. Pas de note, juste une photo d'échographie encadrée, un pyjama avec les mots « la tante préférée d'Ava » et une liste de naissance imprimée. Ils essayaient encore de me ramener, non pas avec des excuses, mais avec des cadeaux enveloppés de culpabilité, la preuve que même maintenant ils supposaient que j'allais céder, que j'allais être submergé par les sentiments, tout oublier et leur remettre les clés. Mais quelque chose en moi s'était calcifié. L'amour ne signifiait pas se sacrifier encore et encore. L'amour signifiait se présenter honnêtement et tracer la ligne quand il devenait toxique. Alors, j'ai cessé de répondre aux appels. J'ai cessé de me défendre. J'ai cessé d'expliquer que les limites n'étaient pas de la cruauté, mais de la protection. Et lentement, le silence est devenu doux. Un soir, alors que j'étais assise sur le quai du lac avec un thermos de vin et une couverture sur les genoux, j'ai réalisé quelque chose. Cette maison n'était pas seulement une propriété. C'était une preuve, la preuve que j'avais construit quelque chose, que je n'étais pas seulement l'aidante de la famille, la réparatrice, le plan de secours. J'étais une femme qui avait appris à dire non, même quand ça faisait mal. Et quelque part, je savais que cette douleur se transformait en colère dans la cuisine de ma famille. Mais ici, elle se transformait en paix. Rachel, 28 ans, mère célibataire de 2 enfants, a récemment fui une relation abusive. Son assistante sociale, une amie de mes années universitaires, l'a mentionnée en passant un après-midi lors d'un déjeuner. Elle essaie de se reconstruire à partir de rien, dit mon amie. Tout ce qu'elle veut, c'est un endroit où ses filles peuvent dormir en sécurité et se réveiller sans crainte. Ce soir-là, je me suis assise à nouveau sur le quai, regardant le soleil se fondre dans le lac, et j'ai réalisé que peut-être ce que ma famille avait essayé de me voler, ma paix, ma maison, je pouvais le donner par choix à quelqu'un qui le méritait. Non pas parce qu'on me le demandait, non pas parce que j'étais culpabilisé, mais parce que je le voulais. Pendant que mes parents et Émilie chuchotaient avec des avocats et boudaient dans des discussions de groupe, j'ai rencontré Rachel en personne. Elle était nerveuse, douce. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à ses filles comme si elles pouvaient disparaître à tout moment. La plus jeune, à peine 4 ans, lui tenait la main comme une bouée de sauvetage. « Je ne veux pas de charité, dit-elle, en me regardant droit dans les yeux. Je veux juste une chance. » Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Nous avons rédigé le bail le lendemain, pour une année complète. Gratuit, charge comprise, entretien à ma charge. La seule condition, faites de cet endroit votre maison, pas un tremplin, un sanctuaire. Pendant ce temps, la pression de ma famille s'est intensifiée. Mon père m'a envoyé un courriel intitulé « Dernière demande ». Il se lisait comme un ultimatum. Si tu ne trouves pas dans ton cœur de faire ça pour Émilie, alors je ne sais pas qui tu es devenu. Cette famille, c'est une question de loyauté. Ma mère a enchaîné avec un texto, tu étais si chaleureuse, si généreuse. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ava? Et Émilie, quand le bébé naîtra, ne t'attends pas à faire partie de sa vie. Je fixais l'écran. Mes mains ne tremblaient même plus. Ils ne le savaient pas encore, mais la porte était déjà fermée, et j'allais la verrouiller derrière eux. Je les ai invités à la maison au bord du lac une dernière fois. Le message était court, dîner samedi soir. Amenez tout le monde. Terminons ça correctement. Ils sont venus. Bien sûr, même tante Lorraine s'est présentée avec des perles et une fausse inquiétude. Ils sont entrés dans la maison comme si elle pouvait encore être la leur, comme si j'étais enfin revenu à la raison. La table était mise. Les verres à vin scintillaient sous les lumières douces. Des bougies vacillaient contre les murs. Et sur la table, à côté de chaque couvert, il y avait une enveloppe blanche. Personne n'avait encore touché la sienne. J'ai versé le vin moi-même, j'ai attendu que tout le monde ait un verre, j'ai souri, puis j'ai parlé. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que signifie la famille, comment sais-je, à ce que signifie l'amour, et à ce qu'il ne signifie pas. Maman s'est agitée sur sa chaise. Papa fixait son vin.
Émilie détourna le regard. Vous m'avez tous appris que l'amour signifie sacrifice, que l'amour signifie donner sans poser de questions, qu'être l'aîné signifie porter le fardeau. Silencieusement, avec gratitude, je pris une lente gorgée, puis je posai mon verre. Mais voici ce que j'ai appris. J'ai fait le tour de la table en parlant. L'amour sans consentement est de la manipulation. L'amour qui ne coule que dans un sens est de la servitude. Et le sacrifice qui est attendu n'est pas noble, c'est du vol. Papa se hérissa. Est-ce un discours ou une embuscade? Ni l'un ni l'autre, dis-je. C'est une limite. Je fis un geste vers les enveloppes. Vous trouverez à l'intérieur de chacune d'elles une copie du titre de propriété de cette maison, avec mon nom, seulement le mien. Vous trouverez également un avis que la propriété est maintenant en location temporaire à une femme nommée Rachel et à ses filles. Elles emménagent la semaine prochaine. La mâchoire d'Émilie tomba. Tu donnes ma maison à des inconnus? Je me tournai vers elle, la voix assurée. Ta maison, elle hésita. Tu sais ce que je veux dire? Non, dis-je, je ne sais pas, car à aucun moment cela n'a jamais été à toi. Le visage de maman était devenu pâle. Tu ne parles pas sérieusement. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas suppliés de comprendre. Je leur ai simplement dit la vérité, cette maison était ma récompense pour avoir survécu à tout ce qu'on m'a demandé de porter. Mais elle a cessé de me paraître la mienne au moment où vous avez tous décidé qu'elle était à vous de la donner. Ne fais pas ça, murmura Émilie. Ne punis pas le bébé. Je ne le fais pas, dis-je. Je me protège et je donne ce que vous essayez de me voler à quelqu'un qui en a réellement besoin et ne s'y attendait jamais. Tante Lorraine ricana. Tu te ridiculises. Et non, dis-je, en souriant doucement. Je ne le suis enfin pas. Ils sont partis dans un tourbillon d'indignation et d'insultes murmurées. Émilie pleurait à nouveau, mais pas par regret, par incrédulité qu'elle n'ait pas gagné. Maman ne m'a pas embrassé au revoir. Papa ne m'a pas serré la main. Et alors que leur voiture s'éloignait, j'ai expiré. C'était terminé. La maison au bord du lac, autrefois lourde de ressentiment, me paraissait à nouveau légère. J'ai rencontré Rachel là-bas quelques jours plus tard, je l'ai aidée à porter des cartons, à installer les lits superposés pour ses filles, à remplir le réfrigérateur. Alors qu'elle se tenait sur le quai, les larmes aux yeux, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé, pourquoi moi? J'ai souri. Parce que tu ne l'as jamais demandé. Les semaines ont passé. Les textos ont cessé. Le silence s'est prolongé. J'ai supprimé la liste de naissance, bloqué ma tante, mis en sourdine la conversation de groupe de la famille. Je n'étais plus en colère, juste libre. Un soir, je suis monté seul. Rachel et ses filles étaient parties pour le week-end rendre visite à sa sœur. J'avais demandé si je pouvais rester une nuit. Elle a dit oui, bien sûr, avec de la gratitude dans les yeux et sans amertume dans la voix. Je me suis assise sur le quai avec une couverture sur les épaules et une tasse de thé à la main. Le lac scintillait sous les étoiles. Et j'ai enfin compris quelque chose. Parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de se venger.